Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous allons continuer notre cours de droit de l'urbanisme et notamment notre cours sur le PLU aujourd'hui. Nous en étions à un petit 4 sur le règlement du PLU et les documents graphiques. Nous avions déjà vu un petit A sur les règles d'occupation des sols et nous allions finir ce petit A sur les documents graphiques. Alors les documents graphiques, que peut-on en dire? Eh bien, les documents graphiques sont relativement précis. Ils sont souvent à l'échelle de 1 2 ou 1 5 et vous savez que plus le chiffre après est petit, après le 1, eh bien plus le plan représente de manière grosse des choses qui le sont aussi sur le terrain. Donc 1 2 1 5 cela veut dire que 1 cm représente 2000 ou 5000 cm. Vous voyez que clairement, sur les documents graphiques du droit de l'urbanisme, on peut voir les bâtiments, on voit les jardins, on voit des éléments de manière assez précise. Ça permet de visualiser tous les différents éléments intéressants et on voit très bien qu'on peut superposer sur un plan comme celui-là des limites de terrain relativement précises. L'article L151.2 du Code de l'urbanisme, dans son dernier alinéa, L151.2 dernier alinéa, précise par ailleurs que les documents graphiques peuvent contenir des indications de relief, c'est-à-dire des courbes de niveau, comme cela se fait la plupart du temps sur des cartes pour bien montrer, vous savez, des cercles concentriques qui montrent que ça monte ou que cela descend. On peut envisager des représentations 3D beaucoup plus performantes des terrains qui sont vallonnés. Il faut bien avouer que ces informations de relief sont parfois très importantes. Dans les communes de montagne, effectivement, la hauteur d'un bâtiment, on doit pouvoir savoir si elle se juge en avant, sur la façade, vers le bas, on va dire, du terrain, ou vers le haut du terrain, puisque au fond, il peut y avoir 1 ou 2 étages d'écart, selon que la pente est très forte ou ne l'est pas. Donc, vous voyez que dans de nombreuses communes, ces éléments de courbe du terrain sont extrêmement importants. Cela ancre clairement les plans d'urbanisme dans leur environnement géographique, pourrait-on dire, c'est-à-dire dans le terrain, dans le territoire sur lequel ils sont voués à s'appliquer. Ces documents graphiques ont pour principal objet de délimiter physiquement les différentes zones et de préciser leurs noms. C'est-à-dire que ce terrain va être divisé souvent avec des zones de couleurs et puis des noms à chacune de ces zones. Chacune de ces zones va permettre d'être en correspondance, en quelque sorte, avec des autres éléments du PLU et notamment dans le règlement lui-même. C'est-à-dire que chacune de ces sous-zones du PLU, indiquées sur le document graphique, va correspondre à un cahier, pourrait-on dire, du règlement pour savoir quelles sont les contraintes urbanistiques, quelles sont les servitudes d'urbanisme qui vont peser sur cette zone sur le terrain. Les élus locaux sont globalement assez libres pour déterminer ces zones physiques sur le terrain, ces zones dans les documents graphiques du plan d'urbanisme. Le juge administratif n'exerce en effet qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur ces délimitations. C'est ce que nous dit un des grands arrêts du droit de l'urbanisme, Conseil d'État, section, 23 mars 1979, commune de Bouchemaine. Conseil d'État, section, 23 mars 1979, commune de Bouchemaine, qui à l'époque où il existait, était dans les grands arrêts du droit d'urbanisme, le GADU. Plus globalement, aujourd'hui, l'article R 151.14, l'article R 151.14 démontre bien le lien entre le contenu de la partie écrite et le contenu de la partie graphique du règlement. Pourquoi? Parce que cet article nous dit que le règlement fait apparaître des limites des zones, secteurs, périmètres, espaces ou que le plan d'urbanisme identifie en application des articles du code relatifs au contenu du règlement. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de renvoi, on va sur le document graphique, on trouve la zone sur laquelle on est et on sait dans le règlement écrit, dans les prescriptions d'urbanisme du règlement, on sait quelles sont les règles applicables dans le règlement sur cette zone en question. Les zones, justement,
on les évoque régulièrement dans ce cours comme cela sans les avoir encore beaucoup travaillés. C'est maintenant que nous allons le faire dans un petit B sur les 4 zones principales du PLU. Petit b, les 4 zones principales du PLU. Il est en effet, au titre de l'article R 151-17 du Code de l'urbanisme, R 151-17, 4 zones principales qui sont délimitées. Ces zones ont été créées au départ par la loi SRU, en modifiant le nom des zones qui existaient auparavant dans le POS, qu'on avait le même phénomène dans les POS auparavant, et ces 4 zones sont précisées aux articles R 151-17 à 26 du Code de l'urbanisme. Du temps du POS, pour vous le dire, puisqu'il en reste quelques-uns en vigueur, et puis pour vous permettre de lire plus aisément des arrêts un peu anciens, du temps du POS, il y avait 2 principales zones, les zones urbaines et les zones naturelles, les choses étaient simples, mais chacune de ces zones se répartissait aussi en sous-zones, et notamment les zones urbaines étaient uniques, mais les zones naturelles se regroupaient en NA, NB, NC et ND, selon ce qu'on pouvait y faire, et la situation actuelle des PLU reprend en partie les différentes zones qui étaient auparavant naturelles avec des noms différents. Donc, il ne faut pas voir dans ces zones qu'une seule fonction unique. Il n'y a pas que 4 choses possibles à faire dans le droit de l'urbanisme. Il y a en réalité des sous-zones et dans le même type de zone, on pourra parfois avoir des activités bien différentes. Prenez un exemple simple, dans les zones urbaines, U, comme on va le voir, qu'on les appelle les zones U, eh bien dans les zones urbaines, on va pouvoir avoir aussi bien de la constructibilité dense comme un centre-ville, on va pouvoir avoir de la constructibilité diffuse comme une zone de lotissement en banlieue, ou même des zones industrielles ou des zones d'hypermarché comme on a à une sortie des villes. Toutes ces zones-là seront sous le même intitulé de zone U. Vous voyez bien que une zone peut vouloir dire plusieurs types d'activités, c'est ce que nous allons voir. Vous le savez, on peut même aller plus loin puisque le droit de l'urbanisme, dans son article L101-2, troisièmement, contient une exigence de mixité et un principe de diversité. Donc il ne s'agit pas, aujourd'hui, comme dans la charte d'Athènes, de faire de la monoactivité sur chacune de ces zones, mais bien de donner un sens général à la zone, sachant qu'elle contiendra par nature, c'est ce qu'on va voir, des adaptations, des possibilités de faire d'autres activités au sein de cette zone. Par ailleurs, il faut avoir en tête que les zones ne sont pas délimitées en fonction des propriétés publiques ou privées. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément sur la délimitation de qui possède quoi qu'on va délimiter telle ou telle zone. Un propriétaire pourrait très bien avoir son terrain où il y a sa maison en partie en zone U, là où il y a sa maison, mais s'il a un parc ou un jardin, une grande partie de ce parc pourrait être mis en zone naturelle, de manière à préserver le parc en question. Donc on ne va pas se fonder sur la propriété des sols pour déterminer les zones, mais bien sur leur activité telle qu'elle existe au moment où on fait le PLU et tel qu'on veut l'envisager dans l'avenir. Alors, voyons ces différents types de zones. D'abord, les zones U. Premier type de zone, les zones U. Les zones U, ce sont les zones urbaines. Zones urbaines, première catégorie, elles regroupent des zones qui sont déjà urbanisées ou qui sont en mesure immédiatement de l'être du fait de la présence des réseaux. C'est-à-dire que ce sont des zones, soit elles sont construites, soit il n'y a pas encore les constructions, mais il y a déjà la viabilisation, les routes, l'électricité, l'assainissement, la fibre optique, la téléphonie. Tous ces réseaux peuvent être en cours de création, en cours de finition de création, mais l'idée c'est que on va pouvoir construire dessus quasi immédiatement. Cependant, si une zone a été classée en zone U sans que ses équipements aient été terminés, eh bien, malgré tout, le permis de construire pourra être refusé sur ce fondement. Vous le savez, on l'a vu à l'occasion du RNU, le maire peut toujours refuser un permis de construire en disant que les réseaux n'existent pas ou même qu'ils sont insuffisants. Donc, au fond, une commune
pourra ouvrir une zone U même si les réseaux ne couvrent pas intégralement la zone, puisque tant que les réseaux ne couvriront pas un endroit où on voudra construire, le maire pourra toujours dire « je refuse le permis de construire » même si on est en zone U, du fait de l'insuffisance des réseaux. Dans les zones U, et d'ailleurs dans les zones AU, on le verra aussi du PLU, on peut, au terme de l'article L 151-41 du Code de l'urbanisme, permettre de réserver des emplacements en vue de la réalisation d'opérations de logement. Et par conséquent, permettre l'interdiction de la construction de nouveaux bâtiments d'une taille supérieure à un seuil qui est défini. Ces réserves pour construire des bâtiments peuvent se faire dans une durée maximale de 5 ans et indiquer la localisation des voies, des ouvrages publics et des espaces verts qui sont compris dans cette zone. Globalement, la zone U constitue la catégorie la plus diverse de toutes les zones du droit de l'urbanisme. Comme je vous le disais il y a quelques instants, elles servent aussi bien à implanter une zone commerciale que un bourg d'un petit village, que le centre-ville d'une grande ville ou qu'un aéroport même qui est toujours en zone U. On le comprend, il y a donc dans le PLU de très nombreuses zones U avec des règlements tous plus divers les uns que les autres. Une très grande diversité de règlements en hauteur, en taille, en densité, en couleur, en obligations ou en contraintes plus ou moins fortes sur l'urbain. Voilà pour les premières zones, les zones U. Passons maintenant à la deuxième catégorie de zones, les zones AU ou A urbanisées. Ces zones A urbanisées ou AU étaient appelées dans le POS les zones NA, zones d'urbanisation future. Vous comprenez bien qu'on comprenait donc les zones à urbaniser dans le futur comme encore des zones naturelles dans les anciens POS. C'est intéressant à savoir parce que encore aujourd'hui on a un peu cette idée-là. L'article R 151-20 du Code de l'urbanisme précise que ces zones AU sont les secteurs des communes qui sont destinés à être ouverts à l'urbanisation. Quelle est la différence avec les zones U ? Eh bien, la différence principale avec les zones U, c'est que l'urbanisation n'est pas encore véritablement commencée. Et notamment, la grande différence va être l'état des réseaux et notamment des viabilisations. Les routes ne sont pas toutes finies, ne sont parfois même pas commencées quand on a une zone AU. Les réseaux ne sont pas non plus finis, assainissement, électricité, numérique, ne sont pas non plus finis, mais on sait que cette zone-là est vouée à devenir une zone U dans l'avenir. Le règlement de ces zones AU va d'ailleurs ressembler pour beaucoup à des règlements de zones déjà U, urbanisées, avec cette idée qu'on peut déjà avoir un règlement qui précise ce que les gens vont pouvoir construire lorsque la zone sera ouverte à l'urbanisation. C'est la plupart du temps dans ces zones AU que l'on va prévoir les opérations d'aménagement. C'est-à-dire que lorsque une commune aura envisagé une nouvelle opération d'aménagement, un développement, par exemple une nouvelle zone artisanale ou une nouvelle zone commerciale, eh bien elle va d'abord classer en AU cette zone du PLU, fixer les premières contraintes, et alors même que rien n'est construit, les réseaux ne sont pas là, les routes ne sont pas là, eh bien, les gens vont pouvoir se projeter, les promoteurs immobiliers ou les grands commerces qui se mettront dans cette zone vont pouvoir se projeter en disant voilà, a priori, ce qu'on aura le droit de construire, voilà, on peut commencer à lancer le projet. Et quand les projets commencent à être bien en place, eh bien, on peut passer cette zone en U. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut déjà ouvrir à l'urbanisation les zones AU? La réponse est oui. On peut déjà ouvrir à l'urbanisation, on peut déjà construire et accorder des permis dans les zones AU. Une jurisprudence récente laisse entendre cela et en donne quelques conditions. Il s'agit de l'arrêt du Conseil d'État du 30 janvier 2017, Madame D contre Montpellier Méditerranée Métropole. Conseil d'État, 30 janvier
2017, Madame D contre Montpellier Méditerranée Métropole, numéro 395-167. Que nous dit cette jurisprudence? Elle nous dit au fond qu'on peut commencer à ouvrir à l'urbanisation dès lors que c'est prévu dans les orientations d'aménagement et de programmation dans les OAP de la zone. L'autre condition, bien entendu, va être que les réseaux auront été créés. C'est ce que nous dit l'article R151-20 du Code de l'urbanisme. Si les réseaux ne sont pas suffisants, alors le permis pourra être refusé. Si le permis n'est pas refusé d'ailleurs, eh bien la commune va être liée par le fait de raccorder le nouveau bâtiment au réseau. Donc la commune souvent ne se lie pas en n'autorisant pas le permis, parce que si elle le faisait, elle serait obligée de construire les réseaux. Parfois elle le fait, sachant qu'elle va de toute façon construire les réseaux alors qu'ils ne sont pas suffisants au moment où il accorde le permis. Vous savez que cette possibilité de refuser un permis du fait de l'absence de réseau, de l'insuffisance des réseaux, est une possibilité. Ça n'est pas une obligation dans le code de l'urbanisme. Alors vous allez me dire, mais en réalité, quelle est la différence entre les zones U et les zones AU qui commencent à être construites? Eh bien, je dois vous avouer, il n'y en a pas beaucoup. Une zone AU qui a déjà des réseaux un peu suffisants, qui a des OAP permettant l'ouverture à l'urbanisation, pourra commencer à être urbanisée et on pourra accorder des permis de construire sur les endroits déjà qui remplissent déjà les caractéristiques d'une urbanisation. Les réseaux, voilà. De la même manière, une zone U pourra être classée U alors que les réseaux ne sont pas là. Et là encore, en réalité, on ne va accorder des permis dans la zone U que dans la mesure où il y aura les réseaux qui sont suffisants et où cela aura été prévu dans le règlement, ce qui est là, pour le coup, beaucoup plus le cas. Donc, au fond, plutôt que U ou AU, ce qui va conditionner le fait d'accorder les permis lorsque la zone était naturelle, était un champ, et qu'on veut y construire, ça va plutôt être l'état des réseaux que le classement en U ou AU qui, dans les deux cas, autorise au fond les constructions. Depuis la loi Allure de 2014, eh bien, les zones AU qui n'auraient pas été ouvertes à l'urbanisation ou qui n'auraient pas fait l'objet d'acquisitions foncières publiques significatives vont être dégradées pour redevenir des zones naturelles ou agricoles 9 ans après leur création. Cette mesure de la loi Allure est très forte puisqu'elle veut en réalité éviter l'extension des villes sur des zones AU qui ont été mises en place mais qui n'ont jamais été ouvertes à l'urbanisation et qui auraient permis de continuer à étendre une ville alors même que l'objectif aujourd'hui dans les plans est plutôt de densifier ce qui existe. L'idée est donc de dire que si une zone a été transformée en AU, mais que dans les 9 ans, il n'y a pas eu d'acquisition foncière notable, il n'y a pas eu de vrai projet, on va retransformer en zone naturelle ou agricole, et fait pour que, au moment où on voudra vraiment construire, il faudra réfléchir, modifier le plan, pour voir si on ne les retransforme pas en U ou AU, avec derrière un projet. Potentiellement, on va se rendre compte que ça ne sert à rien d'ouvrir cette zone, il suffit de densifier les zones existantes. On est bien là dans l'esprit de la loi Allure qui était le passage d'une ville étendue à une ville plus dense avec une densification. Voilà pour les zones AU. Ouais, passons maintenant à notre troisième catégorie de zones, les zones A, les zones agricoles. Les zones A, les zones agricoles. Les zones agricoles du PLU sont celles qui s'appelaient auparavant les zones NC dans le poste, naturel C dans le poste. Aujourd'hui, elles sont à l'article R151-22 du Code de l'urbanisme, et ce sont des zones, nous dit le Code, qui sont à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il s'agit donc de zones de protection contre l'urbanisation, contre la présence des réseaux, contre le fait que l'on y implante des bâtiments. On va voir là qu'il y a une forte différence avec les zones AU. En effet, même si les réseaux sont présents, eh bien cela ne suffira pas pour avoir le droit de construire, d'implanter de nouveaux bâtiments. Pour ce qui concerne les questions des autorisations d'urbanisme dans ces zones, les articles L 151-11 à 13
L151.11 à 13 et R151.23 et R151.23 précisent que ne sont autorisées dans ces zones agricoles que les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au milieu des campagnes, on ne peut plus construire que des châteaux d'eau, des éoliennes ou des antennes, par exemple, et puis, par ailleurs, des exploitations agricoles. Qu'est-ce que ça va regrouper, les exploitations agricoles? Ça va regrouper à la fois des granges, des hangars, des fermes, et ces derniers, le fait de savoir si c'est véritablement une grange, un hangar, une ferme, va être analysé au cas par cas. On a notamment des jurisprudences sur des boxes de chevaux. Les boxes de chevaux dans un arrêt du Conseil d'État du 24 juillet 2009, commune de Bechep, B-O-E-S-C-H, et PE, numéro 311-337. Ces bâtiments, en revanche, ont été autorisés à être étendus ou même à avoir des annexes si elles ne compromettent pas l'activité agricole. Des questions se posaient en effet de savoir si la ferme qui existait pouvait être agrandie ou pas. Le Conseil d'État a estimé que l'agrandissement d'un bâtiment agricole n'était pas de la nouvelle urbanisation et qu'au fond cela même garantissait, pour être concret, la continuation de l'activité agricole. Il serait bizarre de ne pas permettre à une ferme d'activité agricole de s'étendre dans une zone agricole. Ces extensions peuvent parfois être assez importantes et on aura là une appréciation un petit peu au cas par cas. On n'a pour l'instant pas d'exemple où les agriculteurs auraient exagéré en disant non, on fait une construction qui est 10 fois, 20 fois, 30 fois la taille de la ferme et où le juge aurait commencé à dire non, là, ça n'est plus simplement un agrandissement, mais clairement une extension de l'urbanisation. L'article L151.13 est aussi intéressant. Pourquoi? Parce qu'il autorise à titre exceptionnel des secteurs dans lesquels peuvent être autorisées des constructions de taille ou de capacité limitée et bien insérées dans l'environnement. C'est là une adaptation parlementaire, c'est une parlementaire qui ont ajouté cela à la loi Grenelle 2. Pourquoi? De manière à permettre des petits regroupements à certains endroits où on sait qu'on va apporter les réseaux et où on a une toute petite urbanisation, des petits hameaux qui sont créés. Pourquoi? En fait, c'est pour éviter un contournement qui existait. On peut se dire, ah non, c'est naturel, il faut être strict, il faut empêcher, au contraire, ces petits hameaux qui font du pastillage, qui répandent l'urbain un peu partout. Et en fait, cela n'empêchait pas l'urbain. Pourquoi? Que faisaient les maires jusqu'à maintenant? Eh bien, dans ces zones N, les maires inséraient des petites zones U ou des petites zones naturelles au milieu des zones agricoles, de manière à se dire, là on a une petite zone U au milieu des zones agricoles, donc on pourra construire. Permettre dans les zones agricoles des hameaux, des petits hameaux légers insérés dans l'environnement, permettait d'éviter ces contournements des auteurs des PLU pour avoir quand même quelques constructions. Je vous rappelle qu'on est là dans un cas où on est en train de réfléchir à l'urbanisation de la campagne. C'est-à-dire qu'on est dans un PLU. On fait une zone que l'on détermine comme agricole. On n'est pas du tout dans le même cas que l'application du RNU où les élus locaux ne réfléchissent pas à une politique. Ils n'ont pas en vue une politique. Donc on peut permettre des hameaux insérés dans l'environnement dans les zones A parce que nécessairement cela a été réfléchi au moment de la mise en place du PLU. Voyons maintenant notre quatrième type de zone, les zones naturelles, les zones N. Les zones naturelles, les zones N. Alors en réalité, ils ne s'appellent pas seulement zones naturelles, leur vrai nom est zones naturelles et forestières. Zones naturelles et forestières. Dans l'ancien poste, quand vous en reverrez, ou quand vous lirez les jurisprudences, ce sont les zones ND à l'époque. Ces zones naturelles sont les zones de protection les plus poussées. L'article R151-24 précise que ces zones peuvent ou non être équipées, c'est-à-dire avoir des réseaux. Le classement N vise avant tout à protéger les sites et les milieux
naturels, soit pour les paysages qu'ils représentent, soit parce qu'on veut aussi protéger une exploitation forestière. D'accord ? On veut en réalité garder un endroit de nature, même quand le périurbain s'étend. Vous vous souvenez du terme périurbain, je vous l'ai expliqué déjà, c'est la banlieue. Quand la banlieue s'étend, elle aurait tendance, surtout du temps où on faisait beaucoup plus de lotissements et qui s'étendait encore plus, à supprimer tout ce qui est forêt et grappiller sur la forêt. Les zones naturelles avaient cet avantage, de dire si une zone est naturelle, eh bien au fond, on va garder un bout de forêt au milieu des lotissements. Et on va couper les lotissements avec des endroits naturels, ce qui d'ailleurs va être un gain de qualité de vie pour tous. Pour ce qui est des règles qui concernent les constructions dans les zones N, eh bien les articles L151 11 à 13 applicables aux zones A sont aussi applicables aux zones N. Donc on va avoir une possibilité de faire des hameaux ponctuels dans ces zones naturelles, bien insérées dans l'environnement, comme je vous le disais, au milieu d'un ensemble où globalement on n'a pas le droit de construire dans les zones N, comme on n'avait pas le droit de construire dans les zones A. C'est sur ces éléments que nous finissons notre petit B sur les 4 grandes zones du PLU. Reste que ce ne sont pas les seules zones que l'on va trouver. Ce sont les grandes zones principales, mais au sein de ces zones, on va trouver d'autres zones, notamment de protection, qu'il faut voir maintenant. Petit c, les autres zones du PLU. Petit c, les autres zones du PLU. Il y a en effet des zones facultatives que l'on va superposer à ces zones principales qui sont les 4 que nous venons de voir. Ces zones sont dites particulières et ce sont des espaces, des PLU, auxquels on va ajouter une protection particulière, supplémentaire. Conformément à la méthodologie du droit de l'urbanisme, des plans d'urbanisme, ces zones vont correspondre à des secteurs que l'on va aussi délimiter dans les documents graphiques et pour lesquels on va ajouter des réglementations expresses. Ils vont donc être greffés au-dessus de zones U, AU, A ou N. Il existe 4 types, là encore, de secteurs spéciaux, de secteurs de protection particulière que nous allons distinguer maintenant. Les espaces boisés classés, les emplacements réservés, les espaces naturels sensibles et les espaces agricoles et naturels périurbains, 4 zones de protection qui vont se surajouter aux 4 zones classiques des PLU. Voyons ces 4 zones en question. D'abord, les emplacements réservés. Lorsqu'un terrain est qualifié d'emplacement réservé, eh bien, cela permet à l'administration de le réserver à une fonction d'intérêt général. Ce n'est pas forcément une fonction d'utilité publique au sens du droit de l'expropriation, mais une fonction d'intérêt général. Quel va être l'effet de cet emplacement réservé ? Eh bien, cela va justifier un gel de l'usage des terrains par les propriétaires et une cristallisation, un gel aussi pourrait-on dire, de leur valeur au moment de la mise en place de l'emplacement réservé. L'article L151-41 du Code de l'urbanisme précise les différents objets qui permettent de justifier qu'on classe un terrain en emplacement réservé. Alors qu'est-ce qui va justifier qu'on dise l'intérêt général fait qu'on doit en faire un emplacement réservé ? D'abord, la création ou la modification d'espaces verts. Le but de ça, c'est notamment de maintenir des continuités écologiques au sein d'une ville. Ensuite, la création de voies et d'ouvrages publics. On peut penser à un grand nombre d'exemples, comme les voies ferrées, les aérodromes, une station d'épuration, etc., etc. On va aussi avoir des édifices d'intérêt général. On va avoir des édifices cultuels, cela peut se faire pour une mosquée, une église, une chapelle. La réalisation de logements sociaux ou de logements qui respectent une certaine forme de mixité sociale, au moins. La jurisprudence a aussi accepté que des emplacements réservés soient mis en place sur une simple référence à la création de logements sociaux. Il n'y avait pas de
projet déjà établi, mais on a bloqué la valeur et ce qu'on pouvait faire sur ces terrains en disant à terme, cela sera fait pour faire des logements sociaux. La jurisprudence qui a été souple est une jurisprudence de 2016, Conseil d'État, 8 juillet 2016, Conseil d'État, 8 juillet 2016, commune de Sceaux, SCEAUX, commune de Sceaux, 8 juillet 2016, numéro 388 859. Quel est le contrôle du juge? Le juge effectue un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur la mise en place d'un emplacement réservé. C'est-à-dire qu'au fond, dès lors que l'administration aura justifié l'emplacement réservé, le juge effectuera un contrôle très souple et dira bon, ben voilà, au fond, sauf erreur manifeste d'appréciation, je vais considérer que c'est d'accord qu'on fait un emplacement réservé. Vous voyez que ça laisse une très grande marge de manœuvre à l'administration. Alors, pour être un peu plus concret, quel est l'intérêt de classer en emplacement réservé un terrain? Eh bien, déjà, les terrains classés en emplacement réservé ne peuvent plus être bâtis ou densifiés. On va donc interdire les constructions, refuser les permis. Les seules fois où on va autoriser un permis, c'est pour des constructions temporaires qui ne vont pas remettre en cause le but d'intérêt général qui a justifié le classement en emplacement réservé. L'atteinte au droit de propriété, vous le voyez, est absolument énorme. Et il fallait bien le compenser. Le législateur le compense d'une manière assez particulière, assez notable. L'article L152-2, l'article L152-2 prévoit en effet que la personne qui a un terrain qui est classé en emplacement réservé va bénéficier d'un droit de délaissement. Qu'est-ce que ça veut dire, ce droit de délaissement? Eh bien, cela veut dire qu'il a le droit d'obliger la personne publique ayant classé en emplacement réservé à lui racheter immédiatement le terrain dès le classement. Ce droit est même encore plus important puisque le propriétaire qui voit son terrain placé en emplacement réservé peut même dire « vous me rachetez aussi le reste de ma propriété qui n'est pas en emplacement réservé ». Imaginez quelqu'un qui a une grande propriété et il y en a une partie qui est classée en emplacement réservé. Eh bien, il va pouvoir faire jouer son droit de délaissement, obliger à racheter immédiatement la partie en emplacement réservé, mais aussi toute la partie, toute sa propriété dans son ensemble. Vous voyez qu'on a là un élément qui va conduire les communes à malgré tout faire attention au classement d'emplacement réservé. Parce que cela peut revenir très cher aux finances publiques si tout le monde fait jouer immédiatement son droit de délaissement. La personne publique, pour un projet un peu hypothétique, ne va pas prendre le risque de classer en emplacement réservé. Sur le plan de la constitutionnalité, ce droit de délaissement a été jugé comme suffisant pour garantir le droit de propriété. Ce droit de délaissement justifie aussi que l'emplacement réservé n'a pas de limite. Le texte ne prévoit pas de limite temporelle à l'emplacement réservé. Il ne dit pas ça va durer 5 ans, 7 ans, 8 ans. Non, non. L'emplacement réservé est mis pour un temps indéfini. Sachant qu'à tout moment, le propriétaire peut obliger celui qui a classé en emplacement réservé à racheter le bien. Les hypothèses, malgré tout, existent où le maintien d'un emplacement réservé a été sanctionné pour erreur manifeste d'appréciation. Dans un arrêt du Conseil d'État du 17 mai 2002, Kergal, numéro 221-186, le Conseil d'État a considéré que le renouvellement d'un emplacement réservé après 40 ans de blocage était une erreur manifeste d'appréciation. On peut comprendre que dans ce cas-là, il y a effectivement un droit, une atteinte au droit de propriété, une interdiction de construire pendant 40 ans en réalité, qui est telle qu'il y a erreur manifeste d'appréciation. Un projet qui n'est pas fait au bout de 40 ans ne peut pas décemment être considéré comme étant encore d'intérêt général. Voilà pour le premier espace, les emplacements réservés. Deuxième espace, les espaces boisés classés. Deuxième espace, les espaces boisés classés. Ces espaces boisés classés sont pour leur part prévus aux articles L113-7 et R113-1 à 14 du Code de l'urbanisme. R113-1 à 14 du Code de l'urbanisme. Il touche assez largement tout espace qui comprend des arbres, y compris lorsqu'il ne s'agit que d'arbres isolés ou même de haies. Par principe, le classement
en espace boisé classé interdit tout défrichement, même lorsque il s'agit de défrichements prévus dans le code forestier. Vous savez que les défrichements sont parfois imposés, notamment pour lutter contre les incendies. Mais l'idée du classement en espace boisé classé est précisément de conserver une forêt dans l'état le plus naturel possible, donc sans défrichement. Par ailleurs, dès lors qu'un espace est classé en espace boisé classé, eh bien, il ne peut pas y avoir de changement d'affectation qui porte atteinte à la conservation ou à la création des boisements. Cela veut dire que lorsqu'il y a un espace boisé classé, au fond, il va être compliqué de transformer cette zone en zone AU ou en zone U. Les seules hypothèses dans lesquelles on pourrait l'envisager est celle où l'espace boisé classé est fait seulement d'arbres protégés, que l'on veut vraiment protéger de manière isolée, et dans lesquels on va permettre des constructions qui ne portent absolument pas atteinte à ces arbres isolés. Vous voyez que, au fond, malgré tout, ces hypothèses vont être rares. On va souvent classer en espace boisé classé plutôt un petit bois, et cela veut dire que, puisqu'on ne peut pas défricher, puisqu'on ne peut pas couper ces arbres, au fond, jamais ces espaces boisés classés là, sous forme de forêt ou de bois, ne pourront être classés en zone U ou AU. Alors là encore, on a une très forte atteinte aux droits de propriété. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va compenser ce classement en espace boisé classé? Eh bien, c'est fait à l'article L113-3 à 5 du Code de l'urbanisme. Les articles L113-3 à 5 du Code de l'urbanisme prévoient plusieurs possibilités. D'abord, les propriétaires peuvent céder gratuitement, par convention, à l'État, au département, aux communes ou aux EPCI, le terrain classé contre un terrain à bâtir ailleurs dans la commune. Vous avez une forêt, on considère qu'elle est belle, la commune la classe dans son PLU en espace boisé classé. Vous vous dites, mais j'ai une telle atteinte en droit de propriété que je sais que je ne pourrai plus jamais construire, plus même tirer des ressources du bois. Je vais donc dire à la commune, je vous cède ce terrain contre un autre constructible dans la commune. Si la commune a des propriétés, elle peut faire cet échange, en réalité, qu'elle aura gagné grâce à son classement en espace boisé classé. Deuxième situation, deuxième solution, le propriétaire bénéficie exceptionnellement d'un permis de construire sur 10% du terrain contre la cession à titre gratuit de 90% de son terrain. C'est-à-dire que vous avez un bois d'1 hectare, beau, eh bien, ce terrain, on va vous autoriser à avoir sur 10% une construction, si vous donnez gratuitement à la commune les 90% du terrain. Cette situation est malgré tout peut-être un peu trop contraire au droit de propriété. Faut quand même bien garder en tête que cela veut dire qu'il suffit d'exproprier en classant un espace boisé classé, contre quoi, non pas de l'argent, mais un droit à construire qui devrait être de principe. Quand on est propriétaire, normalement, on devrait pouvoir avoir le droit de construire. Donc là, la réglementation dit, vous n'avez pas le droit de construire, je vous classe en vous interdisant encore plus de construire, mais si vous me le donnez, alors je vous autorise à construire. Il y a une part de chantage dont je ne suis pas certain qu'il passerait devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas eu de contentieux à cette étude sur le fondement de l'article 1er du premier protocole additionnel dont vous savez qu'il protège le droit de propriété. Ces espaces boisés classés, on va aussi notamment les retrouver au bord de la mer. Lorsque le terrain est classé en espace boisé classé, les collectivités territoriales ou même le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le fameux conservatoire du littoral comme on l'appelle bien souvent, vont pouvoir passer une convention avec le propriétaire pour ouvrir ce terrain au public contre la prise en charge conventionnelle dans le contrat de la totalité des charges d'aménagement et d'entretien. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que vous avez un terrain en bord de mer, ou pas loin de la mer, qui est espace boisé classé. On veut maintenir la vision, l'approche un petit peu boisée du bord du rivage. Eh bien, vous allez pouvoir dire, puisque je ne peux rien en faire, je fais une convention avec le conservatoire du littoral,
Et le conservatoire littoral va protéger les arbres, va faire des chemins, va mettre des emplacements de pique-nique, et par cette convention, je ne vais plus avoir aucun frais sur mon bout de forêt contre le fait de l'ouvrir au public. Vous voyez que là, il y a un usage, au fond, assez domaine public de ces espaces boisés classés. Troisième espace de forte protection, les espaces naturels sensibles. Troisième espace, les espaces naturels sensibles, les ENS. Ces ENS, espaces naturels sensibles, sont aux articles L113-8 à 14 du Code de l'urbanisme. De quoi s'agit-il? Dans ces hypothèses, c'est le président du conseil départemental qui va classer d'espaces naturels sensibles. C'est un cas assez rare de compétence départementale du classement. Donc cette compétence, ce classement par le département, va être introduit dans les PLU lorsqu'il aura été fait par le département en tant que collectivité territoriale, puisque c'est le président du conseil départemental qui s'en occupe. Ces espaces naturels sensibles vont aussi être utilisés pour protéger ce qu'on appelle les champs naturels d'expansion des crues. On a vu encore récemment, on voit de plus en plus ces dernières années, des cas de crues très importantes qui vont détruire beaucoup de bâtiments. Eh bien, le classement en espace naturel sensible sert aussi à protéger les zones dans lesquelles on ne veut pas qu'on construise pour des raisons de crues possibles, des crues centenniales, celles qui arrivent tous les 100 ans. Cette politique s'inscrit dans le droit de l'urbanisme malgré tout, puisqu'il doit prendre des mesures compatibles avec les documents supérieurs au PLU. Le président du conseil départemental, lorsqu'il classe en espace naturel sensible, doit respecter le SCOT. Et il va le faire inscrire dans le PLU, cela va être porté à connaissance des auteurs du PLU. Sur le plan du régime, lorsque le terrain est qualifié d'espace naturel sensible par le département, et qu'il n'y a pas de PLU, eh bien, la décision du président du conseil départemental applique le régime des espaces boisés classés dans la zone qu'il détermine. C'est-à-dire qu'on fait comme si c'était un espace boisé classé, alors que ce n'en est pas parce qu'il n'y a pas de PLU. Et donc, par exemple, il peut édicter des zones de protection, interdire des constructions, des démolitions dans ces zones-là. C'est ce que nous disent les articles L113-12 et 14. Alors que lorsqu'un PLU est approuvé, toutes les mesures qui existent cessent d'être applicables. Les protections sur ces zones d'espace naturel sensible vont être, dans ce cas-là, incluses dans le PLU à travers la législation sur les espaces boisés classés. Vous voyez que les espaces naturels sensibles, si on devait les résumer un peu, on pourrait dire c'est une forme d'espace boisé classé mis en place par les départements. Quatrième et dernière zone de notre petit C, les espaces agricoles et naturels périurbains. Les espaces agricoles et naturels périurbains. Le département ou l'établissement plus compétent en matière de SCOT, donc cela peut être un EPCI classique, à fiscalité propre, ou un EPCI intercommunal, eh bien ce département ou cet EPCI porteur du SCOT peuvent mettre en œuvre une protection des espaces agricoles et naturels périurbains. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'endroits en banlieue lointaine. Le périurbain, c'est la banlieue là où commence à s'arrêter la ville. Et c'est là où, effectivement, l'agriculture, les espaces agricoles et les espaces naturels, les forêts ou les champs qui sont à ce moment-là, sont le plus sujets à convoitise par les promoteurs. Parce qu'on sait que c'est là que si la ville s'étend, eh bien, elle va le faire. Pour protéger certains champs dans ces zones-là, ou certaines forêts dans ces endroits-là, eh bien, le département ou l'établissement porteur du SCOT peuvent décider de classer ces zones-là en espaces agricoles et naturels périurbains. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, est défini un périmètre d'intervention et ce qu'on va appeler des programmes d'action en accord avec les communes les EPCI compétents en matière de PLU. Si un PLUI, ça va être un EPCI qui est compétent. Si c'est un PLU, ça va être la commune. Donc on va faire un programme d'action, un périmètre d'intervention, et ces programmes d'action vont s'imposer pour protéger dans le PLU les espaces agricoles et naturels périurbains. Ces périmètres
ne peuvent prendre en compte que des zones N et des zones A. C'est-à-dire que la principale protection va être d'être mise en place dans des zones N et des zones A. On ne va pas faire un espace agricole ou naturel périurbain dans une zone qui est U, en réalité, ou à urbaniser. On va sanctuariser, en quelque sorte, des zones naturelles ou des zones agricoles qui seront classées dans le PLU comme des zones naturelles ou agricoles. Lorsqu'il y a un RNU, évidemment, la question ne se pose pas, puisqu'il n'y aura pas de zone lorsque le RNU s'applique, mais a priori, on ne va pas s'étendre spécialement. Alors, avec la continuité de l'urbanisation, il peut y avoir un intérêt, puisqu'on peut construire en continuité de l'urbanisation en dehors dans les cas où il n'y a pas de PLU, dans les cas où on applique le RNU, eh bien, le classement d'espaces agricoles et naturels périurbains permet de protéger ces endroits alors même qu'on pourrait y construire puisque nous sommes en continuité de l'urbanisation existante. Ces périmètres, là encore, vont s'inscrire dans la hiérarchie d'urbanisme. On est bien dans un droit du PLU, puisque ces espaces agricoles et naturels périurbains doivent respecter le SCOT, s'il en existe un, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ces plans d'action qui vont être mis en place? Que vont-ils contenir? Eh bien, ils vont préciser les aménagements et les orientations de gestion qui vont favoriser l'exploitation agricole. Par exemple, plutôt qu'un champ de blé dans le programme d'action, on va dire, eh bien, cette zone agricole va plutôt être faite pour faire de l'agriculture vivrière des gens autour. On va plutôt faire des légumes plutôt que du blé. Pourquoi? Parce qu'on est en périurbain et qu'on pourra le vendre facilement aux gens qui habitent autour pour faire des circuits courts. Voilà ce que peuvent par exemple contenir ces plans d'action. Enfin, la mise en place de ces espaces agricoles et naturels périurbains vont aussi permettre l'achat par expropriation aussi, y compris, de ces terrains dans le but de les faire intégrer le domaine privé du département ou de l'EPCI ou pour pouvoir être loués ou cédés, faire un fermage dans un but de protection. Il y aura un cahier des charges dans ce cas-là. Vous voyez que le but, c'est de protéger de l'agricole ou de la forêt là où tous les appétits feraient que si on ne les protégeait pas assez, eh bien, ils se transformeraient assez rapidement en lotissement, en petits immeubles, en tout cas en urbain. Et on veut qu'il reste des zones, des petits champs ou des petits bouts de forêt au milieu de l'urbain en train de s'étendre.